Bonsoir à tous. Vous avez été nombreux à avoir regardé l'émission témoignage de Harry. Émission qui s'intitulait Entité non humaine. Son témoignage ne pouvait laisser insensible car il est tout simplement extraordinaire. Et j'ai eu envie d'aller plus loin avec lui. Bonsoir Harry, merci d'être avec moi ce soir. Bonsoir Silvano, merci de me recevoir dans ton émission, c'est gentil. Je salue au passage tous les gens qui nous regardent et bonsoir. Quelques petites précisions, car si vos Oui, commentaires ont été largement positifs, j'ai eu une petite douzaine de commentaires interrogatifs. Alors j'ai noté ces interrogations et je vais y répondre très vite. Harry m'avait d'abord envoyé 4 vidéos. C'était un peu long, un peu fouillis. Et je lui ai proposé alors de noter sur une feuille un fil conducteur et de le suivre. Certains ont noté un bruit étranger dans les vidéos. C'était son chien juste à côté. D'autres ont vu la porte s'ouvrir. C'était un courant d'air. Certains ont mis en doute l'âge d'Harry, car selon eux, il avait une voix beaucoup plus jeune. Je connais bien évidemment Harry sans son masque, et il porte très très bien la cinquantaine. Voilà, ces précisions étant dites, merci. Harry, je suis désolé, tu étais seul. Bah écoute, la présentation est parfaite en tout cas, c'est très bien. Merci d'avoir enjolivé ma cinquantaine. Et c'est toujours agréable d'entendre des gens qui disent non, non, il fait pas son âge, c'est pas possible. Alors je précise au passage que effectivement le masque c'est vraiment une galère pour parler, c'est très complexe. Et en même temps, évidemment j'ai une confiance vraiment altérée vis-à-vis des réseaux sociaux, donc je peux pas témoigner en tout cas à visage découvert comme tu le fais, comme d'autres l'ont fait d'ailleurs avec brio. Et ça je suis vraiment admiratif de ces personnes-là. Mais dans mon cas, non, je préfère rester anonyme en tout cas. Mais tu as raison. Alors Harry, tu pensais être un peu seul, tu pensais être une sorte de monstre, et suite à ta vidéo, j'ai reçu pour toi énormément de témoignages de personnes qui non seulement vivaient peu ou prou ce que tu vivais, mais également beaucoup de personnes qui étaient là pour venir t'aider en aide, en conseil. Comment as-tu vécu tout cela? Alors, j'avoue honnêtement que j'étais pas du tout préparé à une attention particulière. Je pensais pas que je recevrais autant de mails. J'en profite pour remercier en tout cas chacune des personnes, vraiment toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu à leur manière, de différentes façons. J'ai essayé de répondre le plus clairement possible en fonction de mes instincts. J'ai pas forcément réfléchi. J'ai donné des réponses qui venaient du cœur, qui venaient de mon esprit par rapport à ce que je recevais. J'espère que je n'ai pas déçu tout le monde, en tout cas pour les messages que j'ai donnés. Certains, évidemment, on n'est pas prêts, on n'est pas tous en accord, en tout cas sur certains éléments. Je leur ai précisé mon sentiment. Ça fait partie de la nature humaine. On est forcément ici en confrontation sur certains phénomènes. C'est pareil dans la vie courante, c'est pareil en politique. C'est très complexe à gérer. Mais j'avoue honnêtement que cette attention particulière a été complexe à absorber. D'un point de vue personnel, c'est, excuse-moi, c'est pas évident finalement d'avoir un apport d'autres gens qui ont vécu exactement la même chose que toi dans certains cas, d'autres qui l'ont survolé, mais c'est tout aussi intéressant. Ça a permis en fait quelque part je cherche un petit peu le mot, mais je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est autopsier les phénomènes. Euh, Moi, ma problématique, c'est excuse-moi, c'est dur de parler avec le masque, mais la problématique, c'était d'avoir une succession de phénomènes à partir d'une notion de base qui est l'avant-naissance. Et je me suis rendu compte que finalement, d'autres gens avaient vécu ça.
chaque élément de ma vie finalement appartient à un quotidien ou à un événement de vie d'une autre personne. Et par le biais des mails, ça a été très intéressant de joindre tout ça bout à bout. Et j'ai une vie qui est très fractionnée. Je peux pas dire le contraire, que ce soit dans la, je dirais dans ma propre vie personnelle, elle est fractionnée. Les événements sont fractionnés, les phénomènes sont fractionnés. Ils ont tous quelque part un lien, et ces liens sont, comment dire, sont finalement dans le quotidien de certaines personnes, une grande quantité de personnes. Voilà, c'est comment j'ai ressenti un peu les choses. Comme tu as reçu beaucoup de témoignages, on en a profité, toi et moi, pour beaucoup échanger, beaucoup dialoguer, que ce soit en live ou que ce soit par email. Et j'ai noté certaines choses que tu dis toi aussi, et que moi aussi j'ai noté. Toi, tu dis, il y a une trame générale qui semble se dessiner, une souffrance originelle. Et tu dis, je ne parle pas de la souffrance souvent liée aux événements et apparitions étranges, je parle de la souffrance antérieure. Même si beaucoup de personnes n'ont pas vécu dans la souffrance de la violence que j'ai subie, j'y ai détecté des souffrances équivalentes, c'est-à-dire des souffrances originelles, que ces phénomènes se servent pour apparaître. Et moi, je vais te dire que dans tous les témoignages que j'ai reçus depuis fort longtemps maintenant, pas que de là, mais depuis que j'étudie tous ces phénomènes, je ne connais par exemple aucun abducté qui a eu une enfance heureuse. Je n'en connais pas. Alors s'il y en a parmi vous, je serais vraiment très heureux de lui parler. Et qu'est-ce que toi, tu as ressenti en écrivant cela? Alors j'ai essayé de résumer un peu ce que globalement l'espèce de noyau, comme tu le dis, cette espèce de trame qui traverse un peu chaque vie de toutes les personnes, toutes les personnes qui m'ont contacté en tout cas, et ceux dont tu connais évidemment l'expérience. Euh, J'aurais tendance à dire que cette souffrance, je pense qu'elle est, on en revient toujours à cette notion un peu de fraction. J'aime bien cette notion de fraction et non pas de multiplication. On a l'impression que ça, c'est quelque chose qui dévalorise la fragmentation, mais non. Pour moi, c'est plutôt des notions des bouts de quelque chose, des espèces de flashs qui font qu'à un moment donné dans nos vies, quel que soit notre âge et peut-être quel que soit notre mode d'évolution, fait qu'on a une attention très particulière à un instant précis. Et je pense que c'est à ce moment-là que la mémoire fixe l'événement. Et je pars du principe, pour avoir échangé en tout cas depuis des années avec des gens, que des événements traumatisants qui restent dans la mémoire de manière post-traumatique sont vraiment des moments d'attention très particuliers. Alors évidemment, ça s'efface pour certaines personnes. Évidemment, il y a du déni pour d'autres. Mais pour ma part, en tout cas, et pour des gens que je connais autour de moi, c'est quelque chose qui va vraiment se greffer sur l'esprit et qu'on va garder en mémoire, qu'on va se ressasser régulièrement. Et je pense que ça, je l'ai depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai eu des questions. D'ailleurs, pourquoi et comment vous vous souvenez en fait de l'antériorité de votre naissance? Bah, curieusement, je pense que c'est dû à un traumatisme particulier, peut-être lié à ma mère, à ma propre mère, dont je n'ai pas forcément souvenir, mais à un moment donné, il y a eu cette petite fraction, cette petite étincelle qui fait que bah, mon cerveau de fœtus s'est activé à ce moment-là et a gardé un instant de mémoire qui fait que tu sais, c'est un petit peu comme la perle d'une huître avec son grain de sable. La mémoire, pour moi, ça a été un petit peu ça, quelque part. Et tout au long de ma vie, euh, c'est quelque chose qui a été redondant, qui est revenu régulièrement. C'est quelque chose que j'ai entretenu tout au long de mon enfance. Et puis adulte, bien entendu, c'est plus facile. Mais enfant, n'ayant pas de base particulière de réflexion ou d'exemple, on va dire, par rapport à mes parents, il a fallu que je garde ces petits morceaux de fractions, ces petites fractions de vie, et que je me les remémore pour comprendre où est-ce que j'étais, quelle était ma vie finalement autour de moi, mon environnement. Et c'était des outils d'analyse de l'environnement tout simplement.
Et comme je vous avais dit, comme je t'avais dit en tout cas, je respire un petit peu, le témoignage de Gérard Desforges qui explique qu'il n'a pas parlé à ses parents avant l'âge de 4 ans et 5 ans, ça a été vraiment le déclic pour moi. Ça a été vraiment une chose qui en me disant: «Mais c'est pas possible. Il y a quelque chose à dire là-dessus. Il y a un phénomène, il y a quelque chose à dire». Effectivement, c'est intéressant de se dire qu'un enfant, c'est très rare, je le reconnais, mais ça existe encore aujourd'hui. Un enfant qui parle pas à ses parents jusqu'à l'âge de 4 ans, c'est pas du fait de l'enfant, c'est du fait des parents, c'est du fait de l'environnement. Et donc, il faut qu'il s'attache. L'enfant, il faut qu'il s'attache à ce qu'il connaît, ce qu'il se souvient. Et c'est là où interviennent ces petits morceaux de fractionnement. Alors, il va chercher aussi loin que possible, et je pense que ça a été mon cas. Je ne sais pas par quel phénomène, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a perduré très tôt et que j'ai entretenu tout au long de mon enfance. Ces petits grains de sable, eh bien, je les ai transformés peu à peu en quelque chose de d'utile, de beau, on va dire, puisque c'est une perle, c'est un ensemble de perles, pour en faire un peu le collier de ma vie, si j'ose dire. Là, je deviens poétique, mais effectivement, ça me vient à l'esprit, c'est un peu cette notion de petits morceaux insignifiants au départ qu'on va embellir et qui vont permettre de créer quelque chose et ce lien de vie qui va permettre de stabiliser sa propre vie. Oui, c'est vrai ce que tu dis, j'ai oublié de dire avant tout à l'heure avec les enfances heureuses ou malheureuses, il peut y avoir aussi une enfance heureuse avec un énorme traumatisme, hein. Là, ça vient rajouter ça vient rajouter à la souffrance, hein. Et donc, après, dans tes réflexions, tu as fait des constats. Oui, Tu as un constat, tu penses que il y a deux types d'humanité, puisque on avait vu que tu avais rencontré ces entités qui pour toi ne peuvent pas être humaines puisque elles n'ont rien de commun avec le reste des personnes. Et tu penses que c'est quelque chose, soit une humanité très avancée, soit autre chose. Et comment tu te forges de plus en plus dans cette opinion qui, pour moi, je te dirais, je rejoins une partie de ta réflexion. on n'a pas de vérité absolue. J'ai pas de réponse absolue. Je pense que personne n'en a réellement, sinon on serait les référents absolus. Et c'est pas du tout le cas. On cherche par rapport à nos propres expériences. Moi, il y a quelque chose que je sais depuis toujours, c'est qu'il y a des gens sur cette terre qui savent. Il y a des gens qui utilisent des moyens extrêmement sophistiqués, extrêmement pointus. Et je m'attache depuis toujours à l'évolution technologique, à l'évolution scientifique. J'étais très tôt un autodidacte, même si je n'ai pas fait de métier dans ce domaine-là, j'aurais bien aimé, mais ça n'a jamais été finalement mon chemin professionnel. Quoi qu'il en soit, je constate finalement qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui manipulent d'autres êtres humains. Alors bien sûr, ça peut faire complotiste cette notion-là, et quand je dis manipuler, c'est un niveau extrême, un niveau au niveau de l'esprit. Euh, pour l'avoir vécu et pour le sentir, je pense qu'il faut une très très forte personnalité pour se parer contre ça. Par contre, cette personnalité va jouer bien entendu sur la réceptivité ou la réception de certains signaux. Moi, je suis extrêmement sensible à certaines choses, à certaines périodes de la journée ou de la semaine, comme je t'avais expliqué, ou même de l'année, ou des périodes de ma vie. Je suis pas un électrosensible, mais j'en suis pas loin quand même. Ça m'arrive de faire des malaises dans des endroits où il y a beaucoup trop d'électronique, beaucoup trop d'ondes, notamment, et j'en reviens toujours à la notion de supermarché, où là, effectivement, je capte les esprits, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui me perturbent. Tu vois, le simple fait de communiquer par téléphone est assez complexe, quoi qu'il en soit pour moi. Mais ça va. Aujourd'hui, ça va. Mais il y a des périodes où c'est extrêmement dur. Et je pense qu'avec cette sensibilité-là, on constate, quoi qu'il en soit, que certains humains ont ces connaissances-là, mais utilisent aussi un matériel, une sorte de matériel qu'on retrouve dans les témoignages. Ça peut être des sortes de puces RFID, mais d'une technologie vraiment si petite qu'on a du mal à s'imaginer que c'est la taille d'un grain-de-riz. Des choses qui sont pas du tout analysables,
Tu vas croiser des gens parfois, mais ça, j'ai eu des témoignages là-dessus, des gens qui vont complètement t'hypnotiser, mais on ne sait pas quel est le but, quelle est la raison, quelle en est la raison, pardon. On a l'impression qu'il y a une sorte de mafia. On pourrait finalement le comparer à ça. Toi qui es d'origine italienne, et mon grand-père d'ailleurs est d'origine italienne, je pourrais comparer effectivement ces autres humains d'une technologie acerbe, d'une capacité au niveau du mental tellement puissante, à effectivement une sorte de groupe euh, qui sont répartis sur toute la planète et qui ont ces possibilités d'agir dans un but qu'on ne connaît pas, évidemment, mais souvent, très très souvent, c'est dans un but, semble-t-il, souvent négatif. En tout cas, c'est le retour des témoins. J'ai été confronté à ça une ou deux fois, mais je dirais que mon naturel fait que je m'en moque. J'ai eu une enfance, comme je t'ai expliqué, assez dure. Euh, et, euh, et la mort, je l'ai toujours côtoyée finalement. Je l'ai côtoyée toute mon enfance. Donc, je sais que l'extrémité, ça reste ça, ce point de chute, la mort. Dès l'instant qu'on a cette notion-là, c'est très compliqué d'être manipulé en fait, y compris dans le domaine de l'hypnose. C'est un petit peu le message que je t'avais envoyé à l'époque. Les gens, je pense, qui ont vécu ça, ont tendance à avoir une sorte de pare-feu, une sorte de barrière qui fait que on n'avance pas. On peut pas être facilement captable ou manipulable. C'est très délicat. Et moi, je reviens toujours à cette notion de captation parce que ce que je capte depuis des années, ce sont des gens à la fois humains, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont l'apparence humaine. Si je pouvais les découper, je pense que je trouverais le cœur au bon endroit, le foie également, les intestins, les poumons, tout à son endroit. Pour moi, ce sont des humains, mais ils ont un fonctionnement qui est complètement différent. Et il y a à côté de ça d'autres choses. Il y a des autres entités. Je pourrais pas dire, franchement, si, si je les ouvrais, si je trouverais effectivement le cœur au même endroit. C'est très délicat parce que là encore, on a un autre mode de fonctionnement. Et puis même l'apparence est assez particulière. Euh, et tout ça, tout est relié. Toutes ces notions de sensation, d'électrosensibilité, ça va jusqu'aux esprits quelque part, jusque dans les esprits, dans la tête des gens que je croise. Et encore une fois, je précise que si j'en ai croisé une bonne quantité lorsque j'étais plus jeune, pardon. Évidemment, en vieillissant, c'est plus délicat de croiser du peuple parce qu'on est un petit peu plus sédentaire, mais ça m'arrive encore de manière soft, on va dire, beaucoup moins régulière qu'avant. Et c'est quelque chose d'assez terrorisant de se rendre compte qu'on est à côté de quelque chose qui est différent et en plus qui va te le signifier. Si c'était encore qu'un sentiment, qu'une appréciation, on pourrait toujours dire, après tout, non, je suis pas bien aujourd'hui, je me trompe, je me fais des idées ou je vais regarder un film d'horreur et puis finalement c'est peut-être ça. J'ai lu un bon livre, j'ai aimé le scénario et voilà. Mais ça va au-delà. C'est là où en fait on a une sorte de preuve. Cette preuve, elle se traduit par une sorte de tentative de rentrer dans ton esprit et de te bloquer. C'est-à-dire que tu n'as plus d'idées, excepté ton objectif. En gros, tu pousses ton caddie, tu as une idée, tu veux aller voir une personne, eh ben non, c'est pas possible. Tu continues à pousser ton caddie et quoi que tu fasses, tu ne peux pas faire autrement. C'est impossible. Et c'est là que tu comprends que tu es paralysé. Tu dis, mais est-ce que je peux réfléchir? Est-ce que j'ose réfléchir? Eh ben, tu ne peux pas réfléchir. C'est impossible. Tu pousses ton caddie jusqu'au bout. Et c'est en s'éloignant que tu te rends compte que tu reprends un peu cette notion, tu remets en place tes idées. Et là, tu te dis, OK. Donc là, cette personne-là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe. Et toute ma vie, ça a été, très tôt, en tout cas, depuis l'âge de 4 ans, je dirais, heu, j'ai senti ces choses-là et ça s'est démultiplié et lorsque j'ai compris que c'était pas normal, on fait des recherches, on réfléchit et on a tendance un petit peu à se recroqueviller sur soi et à se dire que, bah, c'est pas forcément normal ce qu'on ressent ou alors effectivement on est fou. C'est un peu la sensation que j'ai eue très longtemps en tout cas.
je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très, très important, puisque moi, je fais le corollaire entre ça, mais aussi tes cauchemars que tu sentais venir quand tu étais petit, et surtout ces formes, ces masses noires difformes. Tout à fait. Et ces masses noires difformes, figure-toi que là où je te rejoins, c'est que toi tu dis nous vivons donc à côté d'une autre d'entité non humaine, et tu dis c'est pas des extraterrestres, c'est pas des petits gris, c'est pas des reptiliens, c'est pas des entités maléfiques ou démoniaques, et encore moins des anges sortis tout droit des livres de contes. Et je te rejoins parce que dans certains cas, d'ailleurs on en a parlé dans l'émission Parole aux experts, c'est Cécile Andersen qui disait que si on pousse l'hypnose loin, loin, tu sais, dans ces séances d'hypnose où apparaissent des reptiliens, des mantes, des petits gris, des grands blonds, mais quand on pousse, ce sont des ombres, ce sont des masses sombres qui apparaissent. Et ces masses sombres, elles peuvent prendre l'entité de qui tu veux, de Monica Bellucci, d'un grand blond, d'un petit gris. Alors effectivement, dans la conscience humaine, un grand blond c'est gentil, quoi, surtout avec les cheveux longs, tu vois, un grand blond avec un grand brun, bah, c'est Jésus-Christ avec les cheveux longs. Un petit gris, c'est forcément mauvais, tu vois. Mais en fait, c'est toujours ces masses sombres qui se cachent. Et dans ce que tu me racontes, entre ces masses sombres qui pouvaient te paralyser, mais il y a aussi ce sorte de Men in Black, hein, que tu compares à un Men in Black que tu avais rencontré à Versailles. Oui, tout à fait. Avec l'arbre. Alors ça peut faire prêter à sourire certains qui disent il communique avec l'arbre, mais tu avais tout à fait raison, puisque maintenant l'université de Florence, qui est l'université la plus en avance au monde sur la communication avec les plantes, et c'est juste stupéfiant, quoi. Les gens sont à près de 1200 détecteurs de capacité de communication entre arbres. C'est quelque chose de extraordinaire. Et donc, si en plus c'était un très vieil arbre, va savoir s'il ne l'interrogeait pas sur le passé, sur ce qui s'était passé. C'est exactement l'idée que j'ai eue. Voilà. Et tout ça, ça se tient vraiment très bien, tout ce que tu racontes, tu vois. Et ces masses sombres, ce serait peut-être elles qui dirigeraient un petit peu toute l'humanité, un petit peu à la baguette. Alors pourquoi se retrouver dans des corps humains? Tu vois, la question, elle est là. J'ai étudié un peu la psychologie, toujours de la même façon, de la même approche peut-être mathématique ou physique que j'ai eu quand j'étais un petit peu plus jeune, mais pour des raisons très particulières, parce que j'étais en relation avec, dans mes premiers temps, dans mes premiers amours, avec une femme qui avait des traumatismes, des chocs post-traumatiques en tout cas, et je voulais absolument l'aider. Je l'avais fait peut-être avec ma mère, mais cette fois-ci, bon, j'étais adulte et je pouvais chercher des informations. Donc, j'ai énormément étudié la psychologie, la psychiatrie également. Alors au début, qu'est-ce qu'on fait? On lit Freud, tout simplement. Donc je me souviens à Beaubourg, j'ai dû enfiler je sais pas combien de livres de Freud et je n'y ai rien compris finalement. Au global, et je n'ai pas pu l'aider. Pour la simple et bonne raison que on était très éloigné finalement d'une autre approche que finalement j'ai appris beaucoup plus tard, bien des années plus tard. Il y a peut-être une dizaine d'années, c'est Carl Gustav Jung qui avait une autre approche de la psychiatrie et de la psychologie. Outre le personnage, je pense qu'il a ouvert aussi une brèche sur l'inconscient et le subconscient et le conscient en tout cas. Et ça m'a aidé. Alors, curieusement, c'est à 40 ans que je découvre ça, mais bon, ça aurait pu m'aider un peu plus tôt. Après, il faut se mettre un petit peu en condition et réfléchir. Dans mes cauchemars, puisque c'est des cauchemars qui sont quasiment identiques, il faudrait s'imaginer quelque chose. En fait, je vais proposer en fait quelque part à tous nos auditeurs de se mettre en condition par rapport à ça. Essayez de couper un à un vos sens. Le toucher, les yeux. Faites-le petit à petit. Le soir en dormant, essayez d'imaginer que vous n'entendez plus rien. Effectivement, le goût. Qu'est-ce qui me manque encore? Les yeux, enfin le goût, les yeux, voilà, enfin bon, le reste quoi. Et vous allez voir qu'en fait, il ne vous reste plus rien.
accepter votre façon de réfléchir. Une fois que vous avez fait ça et que vous vous mettez vraiment en condition, vous êtes dans mon rêve, en fait, dans mon cauchemar plutôt. C'est cette sensation que j'avais. Et curieusement, sachant ça, j'arrivais, quoi qu'il en soit, à sentir des choses. Et c'est là où ça devient intéressant. Est-ce que j'entendais ma mère au loin finalement avec réellement mes oreilles, ou si c'était simplement mon esprit qui criait et mon esprit qui disait: «Ta mère te répond». Là est toute la question. La sensation d'oppression aussi, quand ces masses noires s'approchaient par curiosité et crois-moi que c'est terrifiant parce que encore une fois, je l'ai décrit dans ma première vidéo, il y a pas de haut, il y a pas de bas, il y a rien du tout, c'est le néant absolu. Il y a un noir qui est vraiment, plus noir que noir, je ne sais pas comment le décrire. Mais cette, cette espèce de no man's land où on a des masses noires qui vous encadrent parce que vous criez avec votre esprit, parce que d'un coup, vous les intéressez, elles vont s'approcher de vous et vous entourer. Et là, je me suis souvent posé la question des années bien plus tard, lorsque j'avais un petit peu de temps pour moi. Je me suis dit finalement, est-ce que je ne suis pas comme elles? Est-ce que finalement mon esprit n'est pas ces formes noires? On pourrait parfaitement imaginer finalement que nous soyons ça. Et là, ça pose un autre débat sur ce qu'on est, sur notre esprit, sur notre subconscient. Est-ce que finalement on est ce qu'on voit finalement dans un écran ou dans un miroir? Est-ce que nos vies finalement ne sont pas que des ensembles de sensations, comme on le dit souvent, des signaux électriques simplement qui parcourent notre cerveau, nos neurones? Encore faut-il que tout cela existe vraiment. Et dans ces cauchemars, j'ai souvent essayé de trouver des réponses et je me suis assimilé à ces masses noires finalement. Sauf que j'avais peut-être, la conscience que j'étais aussi un enfant, en même temps et que je ne voulais absolument pas quitter cette notion d'image d'enfant parce que ça me rassurait déjà que j'avais très peu de communication avec, mes parents. Il fallait que je m'attache à encore une fois à cette petite fraction d'image et souvent je me pose cette question-là. Est-ce que finalement c'est pas ça? Je ne sais pas. Je peux pas répondre à ça. Je peux pas te dire vraiment les choses, juste les sensations. Finalement, on peut échanger que les sensations, on pourrait essayer de découvrir une forme de vérité. Et encore, cette vérité, c'est un peu l'écume dans un océan de mystère parce que on a, on n'a pas de réponse. Je sais pas quoi te dire par rapport à tout ça. Beaucoup de gens parlent de ces formes qui n'ont pas d'image et finalement, ça m'a réconforté énormément de savoir ça. D'ailleurs, j'en ai lu aussi quelques témoignages, mais c'est quand même très rare. On a souvent des images qui sont préconçues et ça me dérange, cette notion de où on est obligé de croire un phénomène, de grand blond, de petit gris. Il y a tellement de choses qui se cachent derrière ces images que je me dis: «J'ai envie de soulever le rideau, regarder» et quand je regarde, je retombe toujours sur mon cauchemar finalement. Et ça, c'est complexe et c'est quelque chose qui venait perturber énormément ma vie, en plus d'avoir des perturbations dans la vie courante, tu imagines bien. Finalement le petit fil qu'il y a entre la réalité, dit-on, et puis, les rêves, est si fin qu'à un moment donné, on est un peu perdu. J'avoue qu'il y a une période, j'étais un peu sur cet équilibre-là et d'ailleurs aujourd'hui, je fonctionne encore comme ça. Je fonctionne avec cette notion d'équilibre. J'essaie toujours d'équilibrer les choses entre la vision, entre le réel et l'irréel et ça me donne peut-être plus d'envergure pour, appréhender le réel et surtout décortiquer une situation. Ça m'a aidé dans mes carrières professionnelles et j'en ai eu beaucoup. On retrouve un peu cette notion de fractionnement, dans différents domaines, hein, je parle bien. Mais, dans la vie au quotidien, c'est pareil. Dans une vie amoureuse, c'est pareil. On a cette espèce de fraction qui fait que, j'essaye à chaque fois d'équilibrer les choses. C'est pas évident et on en revient toujours à cette base, cette notion de on coupe tous les sens et on essaie de se savoir qui on est et on fait référence forcément, aux choses qui sont marquantes et la chose qui est la plus marquante, une des plus marquantes en tout cas, c'est ce fameux rêve qui revenait régulièrement et qui n'a aucune espèce d'apparenté avec aucun film, puisqu'à l'époque, on n'avait pas la télé, heu, on était trop pauvres pour ça et j'avais encore moins des livres. Je n'avais que finalement l'environnement et le réel et mes rêves.
C'est tout ce que j'avais. Et puis même, hein, si tu avais eu la télé ou des livres, tu aurais jamais trouvé ça, quoi. Ouais, Voilà. C'est très difficile de mettre en scène au cinéma cette tout à description-là fait. d'un cauchemar. Ce qui est intéressant, c'est que tu as eu d'autres témoignages de gens qui confirmaient Oui, tes propos. Ça, oui, c'est tout à très fait. intéressant. Parce qu'on pourrait penser que sur le panel de personnes ayant regardé, la probabilité que, mais non. Et non, effectivement, là, ça rejoint quand même, et c'est rassurant. Enfin, c'est rassurant, et je me suis rendu compte que les personnes étaient aussi pas très rassurées quelque part, parce qu'on est quand même dans une interrogation. On est hors norme, on est un petit peu en dehors de, j'ai envie de dire, on est un peu en dehors de l'endogamie, tu vois. C'est-à-dire que on sort du concept habituel de réflexion. Et comme on est un petit peu à l'écart, ça crée encore une sorte de segmentation supplémentaire. On est dans un groupe de personnes qui observent des phénomènes, et dans ce groupe de personnes, il y a encore une segmentation parce qu'il y a une toute petite partie qui ne voit pas finalement la même chose encore que le reste. Ça ajoute à l'isolement. C'est très complexe à gérer finalement psychologiquement, parce que on peut pas avoir d'écoute. Si on en parle, évidemment, c'est direct chez les psychiatres. Si on en parle à un conjoint, et qu'on est au moment du divorce, bah, on n'a plus la garde des enfants. Heu, Tu vois, tout s'enchaîne. C'est très, très compliqué. On peut évidemment pas en parler dans le domaine professionnel. À ses enfants, c'est délicat. C'est délicat, ça dépend de l'âge. J'avoue honnêtement, de moi, de mon côté, que j'essaie de tâter un peu le terrain pour savoir si, mes enfants sentent des choses, et j'ai constaté en tout cas qu'ils les sentaient. Pas de ma manière, mais il y avait des choses, il y avait des réminiscences, en fait. Et donc je suis très attentif par rapport à tout ça. C'est pour ça que quand tu avais fait la vidéo sur cette merveilleuse dame avec ses 2 filles qui a fait un site internet en Suisse, là aussi, ça a été un appel pour moi. C'est quelque chose que j'aurais adoré avoir lorsque j'étais jeune, tout simplement. Sauf qu'on n'avait pas internet et qu'on n'avait certainement pas accès à une base de données aussi performante qu'aujourd'hui. Mais tout ça, c'est tellement utile, tellement utile. On parle, tu sais, Sylvano, on parle tellement d'aujourd'hui de parole libérée pour plein de choses. On sait très bien de quoi on parle, toi et moi. Mais dans ce domaine-là, c'est aussi extrêmement important. Je constate simplement que les gens sont isolés. Je l'ai été, je l'ai bien vécu, parce que finalement, j'ai toujours vécu plus ou moins avec la solitude, et quand j'ai la possibilité d'être en société, je l'ai été. Mais ça m'a pris du temps, hein, ça m'a pris énormément de temps. Il a fallu attendre que j'ai pratiquement la majorité pour que je me lance à corps perdu dans une autre vie. C'était vraiment un autre départ. Il a fallu basculer un peu de l'autarcie, je dirais, ça y est, il faut s'ouvrir au monde, il faut absolument essayer de comprendre d'une autre manière comment les gens fonctionnent. Et ça, c'est pas facile à vivre au quotidien. Et je comprends aujourd'hui que beaucoup de gens finalement restent un petit peu dans l'ombre et sont vraiment, mais si abandonnés, que ça en devient presque, ça victimise une nouvelle fois. Ça survictimise la personne qui, à la fois, a vécu le phénomène, mais en plus est rejetée aussi bien dans la société qu'au sein même de sa famille. De manière intrafamiliale, on a un isolement, et j'ai des témoignages, je ne les cite pas parce que je garde évidemment je respecte en tout cas les témoignages des personnes, mais je constate qu'effectivement, c'est pas toujours évident d'en parler à un conjoint, simplement à un mari, même si on est marié depuis 40 ans. Heu, non, c'est impossible. Donc les personnes comme toi qui diffusent des informations, comme je te l'ai dit, qui attaquent un petit peu le phénomène sous toutes ses coutures, et c'est très intéressant parce que là, on peut sortir un peu la quintessence de certains phénomènes et de trouver ces petits liens, comme tu dis, et ça rejoint effectivement mes ressentis. C'était vraiment très intéressant, et je pense qu'on est au début de quelque chose. Je pense que on est tous finalement un peu indivisibles, même si on essaie de nous séparer, de nous segmenter, nous fractionner, enfin tout ce que tu veux, nous exploser. On a toujours cette tendance un petit peu comme les atomes à essayer de se retrouver, et finalement d'échanger des choses, de l'énergie. Et tu fais partie en tout cas de ces personnes-là qui génèrent cette notion d'attraction, on va dire.
Ben oui, parce que je Que sais que les personnes sont seules et isolées et qu'elles peuvent pas parler à personne. Donc moi je peux parler parce que je m'en fous, hein, et que ça leur fait du bien déjà d'entendre. Et tout à grâce à fait. toi, hein, puisque c'est toi qui as eu le courage quand même de faire cette première vidéo. Ça fait du bien à ces personnes. Je l'ai ressenti, hein, que ça leur a fait du bien quand ils m'ont écrit, et ça leur a fait du bien ensuite de dialoguer seul avec toi. T'as eu Tout à beaucoup fait. de main. Et alors, il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis entre conscient, subconscient et inconscient. Imaginons un instant que nous croyons, parce que être une entité. Et si nous étions trois entités, mon cher Harry, un inconscient, un conscient et un subconscient, qui, quand tout va bien, sont bien ensemble. Et quand tout va mal, ça va beaucoup moins bien, ce trio. Parce qu'on a pu constater effectivement que, déjà dans des séances d'hypnose avec Corrado Malanga, que l'inconscient était capable de mentir, ce qui est complètement Oui, hallucinant. Et tout que à c'est fait. le subconscient qui dit, qui capte et qui dit, coucou, l'inconscient est en train de mentir pendant que le conscient, lui, il est en train de dormir, quoi. Tu vois? Même ça, Oui. déjà rien que penser à ça, c'est quelque chose de phénoménal. Alors, pourquoi pas? Je, je suis ouvert en fait à toute notion de décortiquage. La tienne, j'avoue que c'est la première fois que je l'entends. Et je n'ai pas cette notion-là. Personnellement, c'est un peu différent. Si je me réfère simplement à mes ressentis, encore une fois, hein, je veux rien avancer de. J'ai pas la vérité forcément Mais personne ne avec l'a. la C'est science pour ça infuse. que c'est bien de lancer des hypothèses. Personne ne l'a, voilà. Voilà. Mais moi, j'ai toujours cette notion, en fait, vraiment d'entité unique. Je sais pas. En fait, ça me dérange cette notion de trois parties. Je vais te dire pourquoi. Parce que je fais souvent des tests. Forcément, faut être dans des conditions absolues, tranquillité, dans le noir, et donc juste avant de dormir, c'est l'idéal. Je me suis souvent demandé, mais les rêves, finalement, c'est quoi? Pourquoi j'ai eu accès à une forme de rêve particulier, donc ce fameux cauchemar? Hem, on a quand même une capacité incroyable dans ces rêves. On prend des brides de la journée qui nous sautent pas forcément aux yeux et qui vont ressurgir sous une forme totalement aboutie finalement, comme une construction absolue, avec une perfection absolue. Heu et j'ai envie de dire qu'une intelligence artificielle, même aujourd'hui, aurait beaucoup de mal, en tout cas, à faire l'identique. Je pense notamment, puisqu'ils en ont fait un peu la pub aujourd'hui, et le jeu Fortnite, qui passe pour être le plus grand jeu 3D de tous les temps et qui rapporte du fric incroyable. Et ben même ça, c'est bien en dessous de notre subconscient. C'est incroyable. La preuve en est, c'est que là encore, je fais souvent de cette expérience. Je pense que finalement tout le monde peut le faire. C'est que j'aime bien, enfin j'ai bien aimé quand j'étais jeune en tout cas, avoir la possibilité de m'échapper. J'étais forcément dans des périodes de ma vie quand j'étais petit, enfermé, il fallait que je m'enfuis. C'est un peu le même principe qu'un prisonnier en fait. Il rêve de sortir, de s'évader de sa prison avec son esprit. C'est ce que je faisais en fait très tôt dans ma jeunesse en étant un enfant placard. Je n'avais pas d'autre choix que pour survivre, que de finalement d'essayer de sortir un peu mon esprit de quatre murs et du noir simplement, et de la petite lumière qui passait sous la porte. Euh, il suffit simplement de se dire un soir, là, en s'endormant, je vais faire un chemin habituel que je connais avec mon conscient. En gros, vous savez que vous allez au bois le dimanche à 5 kilomètres à pied, vous faites le chemin en vélo, et ben vous le faites simplement avec votre esprit. Il faut essayer. Alors, je ne sais pas si toi tu as essayé. Moi, j'essaye régulièrement. C'est très intéressant parce que finalement, tu n'y arrives pas. Alors, tu arrives peut-être à sortir de chez toi, enfin à descendre déjà de ton lit, hein, à te changer, t'habiller, mettre ta chaussette droite, ta chaussette gauche, etc. Tu vas réussir à descendre les escaliers, tu vas faire 10 mètres, 15 mètres, et là tu commences à voir que ton mental a du mal à structurer déjà les choses. Donc tu essaies d'avancer mètre par mètre. Et c'est un exercice terrible, mais qui est extrêmement avantageux et que je faisais très petit. Et tu te rends compte qu'avec de l'entraînement, tu vas de plus en plus loin. Et finalement, tu aboutis à tes objectifs. Mais quoi qu'il en soit, la ressource au niveau de ton conscient est tellement puissante que moi, franchement, je te dis, mon expérience, c'est qu'à un moment donné, je dors. Je tombe complètement.
je me rends compte plus de rien et je bascule carrément dans le subconscient. Là, je rêve normalement comme n'importe quel individu. Alors, je te parle de ça parce que c'est très très curieux. Parce que ma fille, sans qu'on communique, qui a 19 ans, ma fille qui a 19 ans, elle m'a dit un soir, en discutant un peu de ça, elle dit: «Mais tu sais papa, tu sais ce que je fais? Je fais ça». Je lui dis: «C'est pas vrai, toi aussi?» Et on n'en avait absolument pas discuté. Et elle me dit: «Mais selon les mêmes expériences, j'essaye d'aller à un endroit, d'un point A à un point B, et à un moment donné, c'est ma technique papa pour dormir». Je dis: «C'est pas possible». Et on a pu comme ça, en discuter longuement. Effectivement, moi, c'est quelque chose que je fais depuis tout le temps et c'est marrant parce que peut-être par défaut, c'est quelque chose qui s'est transmis à mes enfants implicitement. Je ne sais pas, peut-être, sans doute, il y a de grandes chances en tout cas. Et pourtant, ils n'ont pas baigné dans l'occultisme ou dans les rêves ou dans non, moi, je suis quelqu'un de très réel, au contraire, et j'ai plutôt tendance à savoir, à regarder ce qu'il y a dans mon assiette et surtout à finir mon assiette parce que j'étais habitué à manger jusqu'à la dernière miette de mon assiette parce que j'avais faim quand j'étais jeune. C'est simplement, tu vois, je suis très réaliste, je suis pas du tout barré comme on pourrait parfois l'imaginer. C'est pas parce que je parle de mes rêves que voilà. Mais au contraire, j'ai tendance à être extrêmement rigoureux, extrêmement réaliste parce que pour moi, ce qui domine avant tout, c'est respirer, c'est boire et c'est manger. Curieusement, tu vois, c'est des éléments de base qui font que malgré tout, bah, ça ne m'a pas empêché aussi de réfléchir sur le subconscient et de toujours me ramener à ce fameux rêve et d'essayer d'expérimenter la compréhension du conscient et de l'inconscient. Et pour moi, quelque part, je me dis, si mon conscient, malgré toute mon expérience depuis tant d'années, n'arrive pas à reproduire ce chemin du point A à point B avec facilité, alors que mon subconscient en est capable, je me dis que effectivement, il y a quand même une partie de mon cerveau qui est vraiment infime et qui appartient à mon conscient. Toute la partie finalement très intelligente est totalement occultée et elle n'apparaît que dans sa créativité au niveau du subconscient. C'est juste ma sensation encore une fois, Sylvano, hein. Oui, oui, Et oui, finalement je m'y accorde. Je m'y accorde parce que ça me mais, rassure aussi, hein, je dois le dire. mais, Mais mais moi, j'aurais ce que j'aimerais bien, c'est que tu fasses cette expérience au petit matin. ah j'avoue, oui. Alors Parce que je le suis pas du soir, matin, tu vas au mais lit, oui. psychologiquement, c'est que tu vas dormir. Hein. Je parle pas de ceux qui ont des problèmes d'endormissement. C'est quand même, Bah, j'ai des déjà, problèmes d'am on devrait quand même se poser la question parce que personnellement, je ne le sais pas. Et je pense que personne ne le sait, même si évidemment il y a des théories là-dessus. Pourquoi on a besoin de dormir? ah ça, c'est une grande question. Pareil, Parce que notre cœur, je n'en lui, ai pendant aucune qu'on idée, dort, il continue à... mais je n'en ai aucune idée, excepté cette notion justement que je viens de t'expliquer. Du coup, en ayant cette notion de réflexion d'aller d'un point A à un point B, on voit que c'est très complexe et on bascule, Tout à on fait. s'endort. Et finalement, la journée, finalement, où on est éveillé, finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on fait au quotidien, depuis le matin au réveil jusqu'au soir où on va s'endormir? Est-ce que finalement, on n'est pas dans un chemin d'un point A à un point B, qui fait qu'à un moment donné, c'est tellement épuisant qu'on a ce besoin effectivement de basculer de l'autre côté. Ben, c'est le subconscient qui dit au conscient, casse-toi maintenant, laisse-moi la place, c'est à mon tour. Et toi, pendant ce temps-là, tu dors. Ouais, il y a peut-être cette notion-là et c'est vrai qu'il y a une notion de surpuissance, peut-être enfin moi j'évalue la chose souvent en forme de volume. C'est un peu curieux, mais tu sais, c'est comme quand tu mélanges un peu l'eau à l'huile. C'est c'est tu vois l'huile, si tu en mets un peu plus, elle va prendre le pas sur l'eau. Pour moi, c'est un peu ça. Le conscient et le subconscient, c'est deux éléments complètement différents. Il y en a un qui est plus consistant que l'autre et qui va prendre le dessus. Et pour moi, ce n'est pas du tout le conscient qui prend le dessus, c'est vraiment le subconscient. Et c'est pour ça que j'aime mon subconscient quelque part, c'est que je m'en sers souvent pour résoudre. Et d'ailleurs, on peut le lire très souvent dans des témoignages, même dans des livres. Beaucoup de gens résolvent des problèmes grâce à leur subconscient. Et j'ai appris aussi que justement dans certains livres de Carl Gustav Jung, traitant en tout cas, que cette notion est parfaitement faisable et qu'on peut résoudre des problèmes extrêmement complexes par le subconscient, à condition de gérer et il y a cette notion d'équilibre auquel je tiens toujours, c'est que
il m'arrive parfois de plonger dans mon rêve en ayant toujours un pied quelque part dans le conscient. C'est très complexe, heu, mais c'est quelque chose que j'arrive parfois à faire, pas toujours, hein, je précise bien. Mais c'est très intéressant parce qu'on a l'impression qu'on peut aussi manipuler cette notion de rêve et très souvent, j'ai pu donner un thème à mon rêve. J'ai pu ainsi de suite diriger et après, évidemment, le subconscient fait ce qu'il veut, mais il arrive parfaitement à mettre ces éléments en place dès l'instant qu'il a eu l'instruction du conscient. Alors, je saurais pas en dire plus parce que, bah, Ah oui, bien on sûr. cherche finalement. Mais c'est très On intéressant. cherche, Par mais contre, une fois un matin où tu auras le temps, tu essaieras de refaire ce chemin vers la forêt pour savoir si d'accord. tu arrives très facilement et si tu peux aller même beaucoup plus loin ou alors si tu t'endors. Ce sera un signe. Ça veut dire qu'effectivement, là, on atteint les capacités du conscient et que c'est fichu. À mon avis, tu vas pas Très t'endormir, juste. tu vois? Mais par contre, Eh le ben, soir, écoute, oui. je testerai. Je te remonterai l'information avec grand plaisir. Je vais essayer ça, en effet. Et par contre, là où tu as raison, c'est la capacité extraordinaire, alors là, entre le mixte, entre l'inconscient et le subconscient, de nous faire des rêves avec des petits bouts de la journée, hein, mixés dans un truc Un scénario, complètement, un scénario, mais qui est lui complètement inconnu, quoi, hein. On va retrouver tout à fait. un bout là. Et effectivement, quand on prend l'habitude de noter, c'est très difficile, hein, parce qu'effectivement, si on se réveille en pleine nuit, noter, moi j'avais déjà essayé toutes les formules, allumer la lumière, noter. Déjà, on note pas vite, hein, par rapport à ce qu'on la parole. Puis j'avais écrit 3, 4, 5 pages, et après t'as plus envie de dormir, et puis c'est foutu. Et ou alors, maintenant chacun a son smartphone et il a la fonction dictaphone dessus, heu, enregistrer. C'est assez impressionnant parce que le matin, vous allez dire: «Mais qu'est-ce que j'ai raconté?» Et à force d'entraînement, vous allez pouvoir vous en souvenir de plus en plus et alors vous allez vous apercevoir que c'est un millimélo, mais fantastique, mais vraiment fantastique, où il y a les des fragments de la journée cumulés à des souvenirs très lointains et des choses complètement inconnues. Tu confirmes? Alors, je te rejoins parfaitement sur cette notion-là. D'ailleurs, tu me rappelles un phénomène qui m'est arrivé. Je devais avoir, je pense, 17 ans. Ça devait être dans ces eaux-là, hein, et 1 an près, bon, peu importe. Mais, je me souviens qu'une fois, j'avais fait un rêve, j'en faisais énormément et à l'époque, bah, curieusement, là encore, le fractionnement de ma vie, j'ai voulu faire tellement de choses que finalement je n'ai rien fait de vraiment très probant et très approfondi. Mais j'adorais la science-fiction, j'adorais Isaac Asimov et je rêvais d'écrire des livres de fiction et d'anticipation. J'avais tellement d'idées que finalement ça pullulait dans mes rêves. Et un matin, je me suis dit: «Waouh, ça c'est l'idée du siècle, c'est le livre du siècle, c'est l'histoire du siècle, je vais l'écrire». Et impossible. Je me suis dit: «OK, le soir, je rentre chez moi, je redirige mon rêve sur cette histoire-là et demain matin», donc j'avais préparé le stylo, le cahier, tout ce qu'il fallait et j'ai fait de telle sorte de pas trop me réveiller. Je savais que j'étais éveillé, toujours cette notion d'équilibre, un pied dans le réel juste pour prendre enfin une main dans le réel juste pour prendre le stylo et écrire. J'ai écrit. J'ai dû écrire comme toi, 5-6 pages, peut-être même plus d'ailleurs. Et bah, après voilà, j'étais en cours et puis, j'ai oublié complètement ce que j'avais fait le matin et voilà. Le soir, je rentre, j'ouvre mon cahier et là, oh, quelle surprise! Hem, Effectivement, comme tu le dis, il y a un ensemble de choses, de symboles qui apparaissent, sauf qu'aucun mot n'était dans l'ordre. C'est assez hallucinant. Je n'arrivais absolument pas à me relire. Il y avait les articles, il n'y avait pas sujet, verbe, complément, c'était complètement mélangé. Et ce qui est curieux, c'est que je me souvenais très bien l'avoir écrit le matin avec une telle cohérence que pour moi c'était logique. Les liens entre ces mots-là, parfaitement cohérents, et ils signifiaient quelque chose. Le soir, en étant bien éveillé, avec mon conscient à 100%, il ne voulait plus rien dire. Et c'est très intéressant parce qu'on voit justement cette notion de mélange tellement curieux et en même temps tellement pointu, une sorte de désordre si on s'en tient au conscient, et pourtant extrêmement ordonné pour l'inconscient.
c'est ça qui est curieux parce que il y avait une signification le matin et il y avait une signification le matin, en tout cas, pour mon pseudo-conscient, mais mon conscient ne l'a pas relu et n'a rien compris le soir même. Je n'ai jamais retrouvé cette histoire-là. On voit bien que ces petits même ça va jusqu'aux lettres, ça va jusqu'aux mots. Tout est désordonné et pourtant très cohérent pour l'inconscient. C'est très intéressant cette notion-là. Mmh. Et Ce ça, qui est j'ai jamais pu réitérer cette expérience malheureusement. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. ce qui est intéressant ici dans ton témoignage, c'est que tu sentais arriver ces cauchemars. Comment tu peux Oui, comment tu le sentais? C'était quoi? C'était une sorte de prémonition? C'était non, ouais. c'est c'était vraiment une terreur, comment t'expliquer? J'étais pas un enfant qui avait peur. Je ne pouvais finalement, j'étais habitué, comme je te disais, j'étais entraîné à subir les coups de ma mère, de différentes façons. Donc même, les bagarres, je n'avais pas peur. C'était vraiment voilà. C'était plus intérieur. C'est quelque chose de terrorisant parce qu'on ne maîtrise pas. C'est une incompréhension qui se dessine petit à petit et on sait que ça va arriver. Ça fait comme une sorte de pression, au même titre que d'ailleurs le cauchemar lui-même. Sauf que le point culminant, c'est le cauchemar. C'est-à-dire que ça vient tout doucement à un moment donné de la journée. L'angoisse monte, comme on peut avoir d'ailleurs dans les chocs post-traumatiques à certains moments de la journée et souvent à la veille de la nuit. Mais notre vie était banale, il y avait rien. C'était plat, à part une expérience malheureuse peut-être avec une agression dont j'ai été témoin de mon propre père lorsque j'avais 3 ans. Et j'ai su d'ailleurs me la décrire avec une perfection absolue d'ailleurs, cette notion-là. Mais je savais que c'était pas en relation avec ça, c'était autre chose. Et ça, je l'ai toujours su. Tu vois, dans mon système de fragmentation, j'ai toujours su que un élément appartenait à une chose, un autre encore à autre chose. Et j'ai toujours tissé des ponts, un petit peu comme tu vois, quand les ours polaires sont sur des morceaux de banquise, ils vont sauter, ils vont nager, ils vont sauter. Mon esprit, ça a toujours été un peu comme ça quelque part. Alors c'est complexe à gérer et puis il y a des avantages quoi qu'il en soit. Et cette notion de pression, elle vient tout doucement. On la sent venir comme si on était prévenu que de toute façon c'était ce soir. Tu vois, c'est presque quelque chose d'imposé. C'est quelque chose que tu ne peux pas fuir. Et je me souviens très bien que je faisais de telle sorte d'éviter de dormir le plus tard possible pour éviter, parce que je savais que je devais lutter contre ça, que je devais m'en échapper. C'était mon instinct tout simplement d'enfant, hein. Et puis, bah, à un moment donné, évidemment, on tombe dedans et ce qui est curieux, c'est qu'il y a cette notion de je suis quelqu'un d'assez «bileux», hein, entre guillemets. Moi, mes problèmes, ça a toujours été lié à l'estomac ou au ventre et bien curieusement, ça commençait toujours par le ventre et puis ça montait jusque pratiquement, au cou et pour ensuite être dans un état complètement différent de la réalité. Mais la sensation est tellement effrayante, c'est presque absurde. Dans mon cas, c'est absurde. On pourrait l'expliquer pour d'autres victimes, notamment des victimes de viol ou des victimes ponctuelles, mais moi j'ai été victime en permanence et j'ai grandi avec cette victimisation. Donc pour moi, c'était normal d'être, finalement un enfant battu ou tu vois, un enfant placard ou et d'être sous-alimenté. Je vivais comme ça depuis toujours, donc il y avait pas de raison que ce soit grave dans ma tête d'enfant. Mais cette notion-là était vraiment très particulière et c'est un peu la problématique d'ailleurs que je te posais à l'origine de nos premiers contacts, puisque j'écris sur moi, j'essaie d'écrire. Ça fait 10 ans que j'essaie d'écrire sur ma vie quand même. C'est même plus un essai, c'est des bribes de tentative en fait, hein. Comme je t'ai expliqué, c'est en parcimonie quoi. C'est pendant 1 an, je vais écrire 3 jours et puis je vais laisser tomber, 2 ans et ainsi de suite. Toujours poser la question si finalement ces rêves, ces cauchemars plus précisément, n'ont pas été, des éléments qui m'ont finalement sauvé. Je savais que je sentais les choses très tôt. Je sentais, tu vois? Je te donne un exemple. Quand j'étais môme, ma mère avait très peur des abeilles ou des guêpes, il y en avait en quantité parce que, bah, tu ouvrais la fenêtre devant le bâtiment, il y avait des champs. Donc forcément, voilà, je sentais même, heu,
la position exacte de ces insectes lorsque ma mère disait: «J'ai vu un insecte, j'ai vu une guêpe, trouve-la, 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 Harry». Hem, J'avais même pas besoin de chercher. Je lui disais: «Il est de l'autre côté de le mur, il est sur le tableau, maman», et j'avais 4 ans. Plein d'éléments sont passés comme ça, tout au long de mon enfance, des éléments où je savais que derrière un mur, il y avait quelque chose. Dès l'instant que j'avais un intérêt aussi par rapport à ça, ça peut être un animal parce que, bah, on aime bien les animaux. Hem, donc ces 2 phénomènes sont vraiment, à la fois reliés et en même temps séparés. Heu, Quelque part, il y a eu cette violence en fait dans ces cauchemars qui a fait qu'au global, je me suis dit que finalement la réalité n'est peut-être pas vraiment ce qu'on croit qu'elle est, et du coup j'ai pu mettre une sorte de calfeutrer, je dirais, mes souffrances. On va dire, j'ai pu calfeutrer un peu mes douleurs, par rapport à ça. Oui, Parce que ce c'est-à-dire que je que vivais finalement dans mes cauchemars, c'était bien plus dramatique que tout ce que je pouvais vivre dans le réel. voilà. Et ça a toujours, guidé un peu ma vie. Tu me feras Je suis devant un lion, je sais que je vais me faire manger, bon, je le sais. Et Maintenant tu me dis: «Ce soir, tu vas faire ton cauchemar», là, je vais un peu tiquer quand même. non, mais Et c'est quelque chose qui est réapparu curieusement à l'âge de 40 ans, avec un contexte, comme je l'avais expliqué, totalement différent, où là, je ne criais pas, en tout cas, pour voir ma mère, mais c'est simplement que ces entités étaient là, bien présentes, et j'étais bien dans mon corps d'adulte, puisque ça a d'ailleurs été posé, je crois que la question a été posée suite à ma vidéo, mais effectivement, là, j'étais vraiment dans mon corps d'adulte, et à nouveau, ces apparitions et les mêmes sensations. D'ailleurs, les sensations, je les ai pas reconnues tout de suite dans la journée, et à un moment donné, je me suis dit: «Ah merde, c'est pas vrai. Je peux pas me croire, c'est pas possible». et C'est revenu. et est-ce qu'à 40 ans, là, quand c'est revenu, tu vivais un Oui, moment pas très joyeux de ta vie? oui. Bah, j'étais à 3 ans de mon divorce, on va dire. Tu vas me dire: «Ah 3 ans, t'avais de la marge». Mais bon, je sentais déjà les choses qui n'allaient pas vraiment très bien, en tout cas dans ce premier mariage. Oui, ça, c'était quelque chose qui me peinait en fait, c'était un échec de plus, en fait, tout simplement. Heu, c'est de pas pouvoir finalement être, bien, stable dans ma vie, et je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'avais beaucoup de problèmes, d'évanouissement. Je m'évanouissais, très régulièrement, curieusement. Alors, à savoir pourquoi, j'ai fait tous les tests, médicaux, d'usage, mais rien n'y faisait. Il y avait rien. C'était juste psychologique. Et oui, effectivement, c'était une période un peu trouble de ma vie, sans être extrêmement trouble, puisque j'en ai vécu d'autres après. Mais c'était un début de trouble, en effet. Et c'était Donc là, il y une a cette notion de souffrance. et ça a été un divorce, on va dire, violent? Oui, très, très violent, oui, Ouais. très complexe. Ça a duré, moi j'ai de la chance parce que la loi de 2006, c'était après 2006, donc la loi avait un peu changé, et on mettait pas 10 ans pour divorcer après 2006. Mais ça a bien duré 3 ans, et ça a été très complexe vis-à-vis de mes enfants, tout simplement. Je ne voulais absolument pas les abandonner. Il a fallu une main tendue, une avocate extraordinaire, que je ne remercierai jamais assez, qui était, je devais être un de ses derniers clients en tout cas, puisque juste avant la retraite, elle a su en tout cas me canaliser un peu dans l'apaisement. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a évité de faire le pire aussi, malheureusement. On y pense. On ne le dit pas assez, mais en tout cas les pères, sont souvent isolés. C'est assez complexe à gérer, surtout quand finalement, les amis disparaissent, hein, faut dire ce qui est. Ils veulent pas entrer dans cette espèce de conflit qui pourtant est vital. Il y a Comment une tu l'as vitalité chez les enfants. comment tu l'as trouvé, cette avocate? Cet avocat, écoute, c'est curieux. Alors, très bonne question. Je passais devant son bureau pratiquement tous les jours pour aller au taf, et 2 ans plus tôt, je vois sa plaque. Heu, je ne dirai pas son nom, mais sa plaque m'a toujours interpellé. Donc tu connais les plaques d'avocat, elles sont version or, avec le nom et cetera, mais ça payait pas de mine. C'était pas, quelque chose
flagrant, n'aurait même pas dit que c'était un endroit pour avocat. C'était juste une vieille maison qui était, pour qu'il en soit, très jolie une fois que tu étais à l'intérieur. Et de l'extérieur, ça payait pas de mine. Et je sais pas pourquoi, chaque fois que je passais en voiture, il y avait rien à faire. Il fallait que je m'arrête et j'étais bloqué sur cette plaque. 2 ans plus tard, je me suis dit, OK, c'est la cata, il faut que je trouve un avocat et qu'est-ce que je vais faire? Et là, mais oui, bien sûr, la plaque. Et, et finalement, je me suis présenté et le contact s'est extrêmement bien passé, comme si c'était prévu finalement, comme si finalement, pendant 2 ans, pendant 2 ans, tu regardes quelque chose, tu dis mais pourquoi je regarde cette chose? C'est complètement insignifiant, ça ne veut rien dire. Et au global, j'ai eu beaucoup de chance parce que oui, c'est une dame extraordinaire, une dame extraordinaire qui a beaucoup de réseau en tout cas. Et elle m'a capté tout de suite. Alors c'est ça qui est curieux, c'est que en plus la première fois, je te raconte un peu hein, juste les 2 premières minutes, mais la première fois que je suis rentré dans son bureau, elle avait une espèce de chat énorme. Elle m'a laissé asseoir, elle s'est barrée et j'étais seul avec le chat. Je me suis dit merde, moi je suis pas très chat et j'aime pas les chats et pour cause. Tu connais bien la raison, c'est que on a un lien forcément avec les chats, particulièrement en tout cas au niveau de la conscience ou de l'esprit ou du subconscient. Enfin, c'est très particulier. Avec moi, c'est très complexe en tout cas. Et ce chat-là m'a regardé de loin. Donc, il naviguait sur les dossiers qui étaient énormes. Et à un moment donné, tu sais, j'étais comme ça. Je ne voulais pas qu'il s'approche de moi, mais il est venu sur mes genoux. Je dis OK. Et là, je me suis senti complètement apaisé. Et cette avocate avait fait exprès. Elle arrive dans son bureau. Je me souviens, c'était un soir d'hiver et la lumière était encore tamisée, donc ça faisait vraiment mystique. Et là, elle me regarde, elle me dit, ah, mon chat vous apprécie, donc je pense qu'on va pouvoir bien parler tous les deux. Et c'était parti pour, je dirais, presque une aventure parce que j'ai eu beaucoup de difficultés pour surmonter mes colères parce que l'injustice, finalement, moi, ça a tendance, particulièrement pour moi en tout cas, à provoquer des maux de tête énormes et je ne pouvais pas laisser dire ce qui n'était pas vrai en tout cas sur mon compte et heureusement cette dame a parfaitement lu en moi et quand je dis lu en moi je n'exagère pas le mot parce que finalement elle a su qui j'étais très rapidement et j'ai été honoré en tout cas d'être un de ses clients, tu vois, c'est un peu curieux de dire ça mais cette dame était là certainement à une période charnière de ma vie et En fait, ce qui est intéressant, c'est que je t'ai posé cette question complètement au hasard, hein, parce que c'est la première fois ouais. qu'on en discute. Mais c'est marrant que tu étais très attiré par cette plaque, que tu te ressentais le besoin de t'arrêter alors que c'est une plaque Oui, parmi des centaines de... exactement. C'est particulier parce que je repense à une autre conversation que l'on a eue, toi et moi, cette fois-ci, Oui, où tu as été aussi mis sur le chemin d'une médium alors que tu n'es pas, comme tu l'avais dit dans tes vidéos, ni très médium, ni très hypnothérapeute. Et là, oui, tu tout étais à fait. tombé encore une fois sur une médium Exactement. extraordinaire qui, je pense, t'était son dernier client aussi. Et oui, et c'est assez étrange cette notion-là. Maintenant que tu fais ce lien-là, c'est vrai que moi-même je ne fais pas, tu vois, je fais pas des liens surtout, hein, mais vraiment. Mais moi, excuse-moi, c'est mon On- cerveau, il analyse tout. Et bien, surtout, c'est une Effectivement. horreur. C'est très curieux parce que alors côté avocat, donc alors je t'explique, hein, c'était lors de mon deuxième divorce tout simplement. Tu vas me dire ok, là t'es vraiment fractionné, mon pauvre Harry. Oui, c'est vrai, ça a été très dur. Mais du coup, là, j'avais un avocat finalement que j'avais eu par simplement mon ancienne qui m'avait dit qu'elle partait à la retraite, donc je pourrais pas, en tout cas, je n'aurais pas pu plaider avec elle pour mon deuxième divorce. Ça aurait été malvenu quand même. Donc de ce côté-là, tout allait bien. Par ma deuxième épouse, en fait, même principe que toutes les femmes de ma vie, finalement au global, pareil, choc post-traumatique, mais un déni énorme. C'est un peu pour ça d'ailleurs que je témoigne un peu masqué parce que je ne veux pas, en tout cas, qu'on me reconnaisse à parler de certaines choses. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense que j'ai envie de dire c'est un cas à part. J'ose pas trop aborder ce sujet-là parce que quand je dis cas à part, c'est Non, mais c'est pas la je peine. sais C'était je ouais, violent, c'était très violent.
surtout de elle C'est vis-à-vis de toi. enfin, c'est carrément intrafamilial, en fait, Voilà. mais à un niveau extrêmement poussé et qui remonte à plusieurs générations, donc c'est extrêmement complexe. Et curieusement, par une de ses connaissances, c'est elle-même, qui a eu, entre les mains cette espèce de numéro de téléphone par une de ses amies qui elle-même avait vécu aussi des choses très complexes et qui lui avait dit: «Bah, écoute, va la voir» et cetera. Et curieusement, elle y a été. Elle a été voir cette médium et elle m'a dit: «Oh, elle est géniale, va la voir toi aussi parce que tu en as besoin. Tu en as absolument besoin. Tu vois bien que notre couple part en live et il faut absolument qu'on essaie de réparer parce qu'il n'était pas concevable pour elle de finalement de casser ou de divorcer». Sans entrer dans les détails, finalement, j'ai abouti comme ça à cette médium et là, curieusement, j'ai eu un retour de son expérience, avec elle, qui était complètement différente. La médium m'a dit: «Non, non, c'est pas du tout ça. Elle vous a menti, en fait et je vous explique» et elle m'a expliqué un peu les choses. Alors c'est très particulier parce que cette dame-là, sans entrer dans les détails, parce que je vais évidemment garder, certaines choses confidentielles. Là encore, j'ai cru, être en présence finalement d'une personne bienveillante, comme l'avocate que j'avais eue lors de mon premier divorce et d'ailleurs ça m'a aidé pour ce deuxième divorce et curieusement, j'étais mieux armé, beaucoup mieux armé, alors que ça a été aussi complexe, mais j'étais prêt cette fois-ci, à me battre d'une manière différente parce qu'il y a des choses qui se sont débloquées un peu en moi, mais en même temps, je lui ai demandé implicitement, sans ma parole bien entendu, de couper des choses en moi. Il a fallu tout couper. Je vais te dire pourquoi. Parce que je captais beaucoup trop de choses par rapport à ma seconde épouse. C'était tellement violent, il y avait tellement de choses en profondeur et ça touchait des ramifications tellement puissantes. Je parle pas d'ésotérisme, hein, je parle pas de sorcellerie ni quoi que ce soit, je parle de quelque chose de bien plus concret dans les élites, parce que c'était une fille d'élite, absolument pas connue, mais très puissante. Et là, il fallait que tout couper. Il fallait que je ne sente plus rien parce que j'avais trop d'informations. Je ne dormais plus la nuit. C'est pour te dire. Je devais dormir 1 heure par nuit. C'était une catastrophe et je reperdais du poids. Je redevenais nerveux. Je ne savais plus finalement qui j'étais. J'étais un zombie de moi-même. Hein. J'étais l'image de moi-même. Il fallait tout couper. Et elle m'a aidé en tout cas en m'expliquant, en me rassurant. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai senti sa puissance et sa force. Et du coup, mon naturel curieux, comme je l'ai fait avec toi, c'est que je vais poser des questions. Et c'est là où, à chaque fois, ça bug quand on croise ces genres de personnes qui sont un peu dans la confidence de certaines choses. C'est qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de poser des questions. C'est pas notre rôle finalement, mais voilà, tu commences un petit peu à me connaître et j'aime bien gratter aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que, pour me donner un peu un os à ronger, elle m'a présenté un livre que d'ailleurs je t'ai envoyé le titre, qui est très complexe, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ça parle effectivement de quantique, de conscient, de subconscient, de réalité, de non-réalité. C'est des mélanges très savants, mais très intéressants. Et je me suis, par respect, en fait, je n'ai pas voulu aller au-delà. Et je n'ai pas voulu non plus, j'étais un de ces derniers parce que elle devait passer à autre chose. Aider les gens, c'était bien, mais elle devait le faire en groupe, c'est ce qu'elle m'avait expliqué. Et tout simplement parce que le Dalai Lama, qu'elle connaissait parfaitement en plus, lui avait expliqué aussi certaines choses. Il y avait le maître, il y a le sous-maître, et ainsi de suite. Il y a une sorte de hiérarchie. Et elle avait ses capacités depuis si jeune. Elle m'a expliqué un peu des brides de sa vie. C'est un total respect que je pouvais avoir forcément vis-à-vis de cette personne-là. Et effectivement, j'étais pratiquement son dernier client et elle m'a éclairé sur certaines choses parce que si elle ne l'avait pas fait, je serais encore avec ma seconde épouse et je crois que ça aurait été une catastrophe absolue pour moi-même. Je pense que je ne serais pas devant toi, en tout cas, pour m'exprimer parce que trop de choses sur les épaules, à un moment donné, ont tendance à nous écraser malgré notre force. C'est jamais facile, quoi, de surmonter un peu tout ça, quoi. C'est vrai. Et donc, on t'a mis quand même des personnes au bon moment. Et ces cauchemars arrivent justement pour qui sont affreux. Hein. Parce que j'essayais d'imaginer tout à l'heure
dans le noir, sans rien entendre. Bon, la nuit au calme, ça va encore, tu vois, et tu sais que t'as tes oreilles, quoi. Et de plus les avoir, sans la vue, si t'es dans le noir, ça va, et sans le toucher, sans, ça, c'est, enfin, j'ai essayé d'imaginer, quoi. Ça doit être très stressant, puis de voir sans pouvoir rien faire ces masses noires. Là, cette Tout à somme, fait. mais ça te coupe ensuite Oui, de ta réalité, et ta réalité qui est affreuse te paraît quasiment un gentil, quoi, à côté. En gros, c'est presque heureux de retrouver ta réalité horrible, tout à fait. ce que tu as vécu là. Exactement. Oui, Et ça, c'est c'est ça. vraiment très, très intéressant d'avoir trouvé ces deux personnes qui t'ont aidé. Et puis, ça se trouve, en discutant de nouveau, toi et moi, des heures et des heures, je t'en trouverai une troisième, une quatrième, à savoir. Euh, Oui, c'est vrai. hein. Mais ce qui n'empêche que il y a la réalité de ces personnes qui sont là, que tu ne sens pas, et qui sont capables de te paralyser, quoi, comme cet homme qui était à côté de l'arbre à Versailles, là, où Oui. on voulu t'approcher parce que curieux, et moi aussi j'aurais fait la même Mmh. chose. Tu n'as pas, physiquement, tu n'as pas pu. Non, non, c'est impossible. Et encore une fois, c'était dans un contexte où il n'y avait absolument personne. Je pouvais pas me référer à un autre individu, une femme, un homme, et cetera. C'était, je crois que c'était un jour où il faisait vraiment pas beau. Et là encore, il y a cette notion, je sais plus si je l'avais expliqué, de récurrence. Pourquoi est-ce que j'allais toujours dans ce parc-là, à cet endroit-là? C'est parce que j'avais croisé une charmante princesse hindoue. Je crois que je l'avais expliqué, oui, c'est ça. Et du coup, je n'arrêtais pas d'y penser. C'est curieux, mais son regard m'avait tellement scotché, tellement imprégné en fait. Il y avait cette espèce de compréhension à distance, elle dans un carrosse, moi sur un VTT, enfin sur un vélo de course, parce que je faisais du vélo de route énormément. Et c'est une histoire banale de 2 regards, 2 personnages qui se croisent. Mais en même temps, j'avais capté un peu sa souffrance, et sa tristesse d'être avec cet homme qui devait avoir, 20 ou 30 ans de plus qu'elle. Et cet étonnement aussi de me regarder, c'est un peu curieux cet échange-là. Et j'ai retourné souvent sur les mêmes lieux. En fait, tout simplement, l'histoire, elle est là. Et est-ce que Je dans les retourne témoignages que tu as reçus, tu as des personnes Oui. qui t'ont parlé de Versailles? Oui, 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 oui. Oui, oui, il y a une personne, qui m'a expliqué qu'elle avait écrit un livre d'ailleurs. Je crois qu'elle a écrit un livre ou fait des conférences, sur Versailles. J'avoue honnêtement que je n'ai pas encore regardé et pour cause. C'est pas par manque de respect du tout. C'est parce que, je n'aime pas être, dirigé ou embrouillé sur des expériences précédentes. Et un peu ma démarche vis-à-vis de toi, j'ai voulu la faire de manière totalement pure pour éviter justement d'avoir ces espèces d'échos et de piratage. Et ça m'a permis de plus apprécier particulièrement chaque témoignage. Donc je sais que j'y reviendrai, mais effectivement, il y a une notion par rapport à Versailles et elle m'expliquait effectivement qu'elle, pour en 2-3 mots, parce que je vais gratter un petit peu ces vidéos évidemment, mais il y a quelque chose dans cette zone-là et ça fait référence d'ailleurs à une expérience propre à mon père, il y a quelques années et j'ai une affection particulière parce que j'y suis né aussi. Ce qui est curieux, c'est que j'ai exactement la même expérience qu'elle en termes de besoins vis-à-vis de cette ville. Alors moi, tout bêtement, j'ai cru que c'était parce que j'y étais né et que, voilà, c'est un cadre agréable et que je parcourais l'histoire en parcourant le château ou le parc. Mais il y a autre chose en fait. Il y a cette notion où finalement après la mort de ma grand-mère, lorsque je devais avoir, pareil 17 ou 18 ans, très régulièrement, même si je travaillais sur Paris après en étant, plus vieux et cetera, bah, je sais pas, dans la journée, j'étais à mon poste de travail et puis je me dis: «Tiens, ce week-end, je vais à Versailles». Sans aucune raison valable et ce qui est marrant, c'est que cette dame m'a rapporté exactement la même chose. Ce besoin, cet appel curieux, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. On va à tel endroit. Alors Versailles, c'est très récurrent, j'avoue, dans ma vie. C'est un endroit que je vais régulièrement visiter, un peu moins maintenant, mais voilà et toute ma vie est un peu jalonnée de ces petits éléments-là, où à un moment donné, je me dis: «Tiens, il faut que j'aille là». Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas une
une réflexion aboutie pour me dire: OK, tu vas là parce que, tu as pensé à ça, parce que tu dois faire un truc, parce que tu as envie de voir un paysage ou, voir une culture particulière de cette ville. Non, c'est il faut que j'aille là et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, mon plus gros, mon plus grand, comment dire? Ma plus grosse liberté, c'était le jour où j'ai eu mon permis. Parce que ça m'a permis justement d'aller dans les lieux, de manière totalement inaboutie, c'est-à-dire au hasard, de jour comme de nuit. Et souvent, lorsque j'ai été en souffrance, j'avais un, voilà, j'avais mon truc, je prenais ma voiture et je me dis, tiens, je vais là, au hasard, parce que ça m'oriente. Et curieusement, quand je vais dans ces endroits-là, comme à Versailles d'ailleurs, il va se passer une sorte de chose particulière. Je vais croiser une personne. C'est curieux, mais tu sais, ma vie est jalonnée en fait d'instants. Très souvent, j'ai capté ces instants-là. On revient toujours à cette notion de fragment. Il y a des gens qui m'ont parfois juste dit une phrase, un mot, un sourire, un regard, et c'est tellement rempli de symboles à cet instant-là que finalement on le capte et on le garde. Et moi, j'ai toujours su capter ces instants-là. Euh, Ça paraît anodin, quand on se dit: «Bah oui, bah ça arrive à tout le monde». Sauf que quand tu as 100 personnes et que tu croises 100 personnes et que la 101e, il se passe quelque chose une demi-seconde, tu te dis: «Pourquoi?» Et ça amène souvent à un principe de réflexion, tu vois? Qui va servir souvent, dans la vie, dans ta vie, dans la mienne, ou pour quelqu'un d'autre, tout simplement une réponse. Parfois, on a une réponse simplement en parlant à quelqu'un, alors qu'on parle de n'importe quoi, hein. Ça peut être acheter un t-shirt ou, acheter une glace ou voilà, s'asseoir juste sur un banc, regarder une fontaine. Mais à un moment donné, tu vas croiser quelqu'un qui va t'apporter une solution à ta question, alors que le contexte ne s'y prête absolument pas et qu'on parle de tout à fait autre chose. Et Versailles, c'est un peu ça. Donc je l'y suis retourné, un peu par cette notion, de curseur en fait, tout simplement, en me disant: «Peut-être que je vais la revoir», et curieusement, bah, j'y allais parce que, voilà, c'était un endroit apaisant tout simplement. Et puis, bah, voilà, une personne dans ce parc, sauf une, et de loin on se dit: «Merde, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fait là le gars?» J'ai envie d'être seul, tu vois? J'en arrivais à des périodes à me dire, «Il me faut absolument personne, je vais être sur la lune, quoi». C'est un peu le principe. Et tu te dis: «Ouais, mais c'est quand même curieux, qu'est-ce qu'il fait?» Donc ouais, c'est ce que je te disais, j'étais persuadé qu'il était en train de pisser sur un arbre. Mais encore une fois, bah, je vais vers lui parce que je me dis: «Tiens, je vais le faire chier pendant qu'il est en train de pisser», parce que je trouve ça vraiment dégueulasse. On est à Versailles quand même. Et puis là, non, on constate tout à fait un autre phénomène, et puis cette notion où finalement tu as tes jambes qui pédalent. Toi, tu veux t'arrêter, mais tes jambes ne s'arrêtent pas. C'est curieux. Et puis tu as l'espèce de blocage. Et puis là, ce qui est assez curieux en plus, c'est cette phrase qui t'est injectée dans l'esprit. Heu, Ça te regarde pas, ça te regarde pas. Passe ton chemin, ça te regarde pas. Et c'est tellement puissant, tu vois? J'insiste lourdement sur le fait que ce ne sont pas des voix, ça n'a rien à voir. C'est une pensée tellement puissante que tu as l'impression qu'elle ne vient pas de toi. Cette pensée, elle occulte tout le reste et paralyse et contrôle complètement ton action sur le moment. Et ça, c'est véridique, c'est quelque chose de récurrent. Et c'est là où tu te dis: «Non, c'est pas humain, c'est pas un humain, c'est pas possible». Et en plus, tu ne peux pas voir son visage quelque part. Et si tu distingues son visage, tu as fait 10 mètres, c'est effacé. Tu ne t'en souviens absolument pas. Est-ce qu'il avait un nez long? Est-ce qu'il avait de la barbe, une moustache? Non, tu ne te souviens absolument rien. C'est vraiment totalement érasé, quoi. Hem, c'est à ce moment-là que tu prends conscience, en fait, de certaines choses. Alors quand tu y es habitué, ça va. Quand tu y es pas habitué, bah, tu passes ton chemin, tu dis: «Non, j'ai rêvé». Mais dans ma vie, ça a été une succession de choses tellement nombreuses qu'à un moment donné, tu peux pas tourner le dos à ces phénomènes et tu ne peux pas te dire: «C'est le fruit de mon imagination», parce que il y a eu tellement de choses, tellement, tellement, Non, tellement, tellement. de toute façon, ça doit pas être le fruit de ton imagination parce que tu as reçu des témoignages identiques. Et puis d'un autre côté, ça prouve qu'on sait rien du tout de tout ce qui est conscient, subconscient et inconscient, puisque tu reçois ces phrases en pensée dans ta tête. Et ce qui le prouve le plus, c'est que tu te souvenais de absolument tout pendant que tu étais dans le ventre de ta mère et que tu as eu d'autres témoignages de personnes qui ont dit: «Mais oui, mais moi aussi».
exactement, est toujours lié à souvent à des traumatismes. Euh, donc la personne se reconnaîtra. Je ne citerai pas son nom ni son histoire, bien entendu, mais elle se souvient. Et ça, c'est rassurant, c'est hyper rassurant de se dire, c'est pas une vue de l'esprit non plus. Non. Et encore une fois, je reviens à cette notion de grain de sable. Quand je suis né, je me souviens encore une fois de cette espèce de passage du ventre à l'extérieur. Je sais pas comment le narrer ou l'expliquer d'une autre manière. C'est un passage. Bon bah voilà, on le connaît. Mais c'est cette espèce de rupture, comme je t'ai expliqué, quand tu nais, tu es débranché en fait. Tu es complètement débranché du cerveau de ta mère. Et ce qui est intéressant à se dire, c'est que tout ce qui t'entoure au moment de ta naissance, les gens qui sont présents, ta mère bien entendu que tu vois de l'extérieur pour le coup en vrai, en réel, la lumière, les sensations, l'odeur, tout ça va tellement être puissant que ça prend le pas sur tes connexions précédentes. Et c'est pour ça que j'ai essayé de préciser les choses, c'est que c'est comme dans un circuit électrique, la notion de parallèle. Je parle pas de notion en série où là les choses sont reliées, mais la notion parallèle, c'est que ça va te greffer exactement la borne, les mêmes bornes au même endroit, mais c'est en doublon, quoi. Donc ça ne vient pas du tout perturber, excepté capter les choses, tu vois. C'est là, toi, t'es là, et là, il y a ta mère avec ses deux bornes, tout simplement. Quand t'es le fœtus. Et cette connexion-là permet de savoir exactement comment ta mère, finalement. Tu vois à travers les yeux de ta mère tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle parle, toute cette manière de sa mémoire, tout ça te vient directement dans ton cerveau de fœtus. Et c'est pour ça que je parle du principe que du coup j'ai un peu réfléchi sur simplement en observant les simples animaux entre guillemets, hein, je dis simple, c'est pas péjoratif du tout, mais les animaux savent pratiquement marcher en 10 minutes. Nous, on est capable exactement de la même chose, sauf que il y a une rupture. Curieusement, il y a une rupture au moment de l'accouchement. On est au moment de votre naissance, de notre naissance, parce qu'on est tellement submergé par finalement les émotions du réel, on va dire du réel cette fois-ci, que ça remplace tout ce qu'on a vécu dans le fœtus. C'est comme si on avait, à un moment donné, on était tellement attiré. Tu sais, c'est comme un adolescent qui voit un jeu vidéo qu'il kiffe tout simplement. Il va se mettre dedans et il occulte tout le reste. Et dans la naissance, c'est le même principe quelque part. Tu vas être tellement inondé de sensations que finalement tu prêtes beaucoup plus d'attention à ces sensations-là. Et donc tu oublies ce qui s'est passé avant. Et peu à peu, avec le temps, ça s'efface. Et je ne sais pas pourquoi, moi, ça ne s'est pas effacé. Alors peut-être parce que, encore une fois, moi, comme je suis assez terre à terre, je veux dire que c'est lié particulièrement au fait que j'avais pas de référence et que du coup, j'ai dû me rappeler de certaines choses. Et du coup, je suis remonté pratiquement avant l'origine. Et dans ces origines-là, ces avant naissance, enfin avant ma naissance, il y avait aussi la souffrance finalement de ma mère, parce qu'après j'ai appris sa vie, voilà. Et je pense que toutes ces émotions, je les ai captées comme n'importe quel fœtus au monde. Et j'en ai fait moi-même finalement, comme elle, j'en ai fait un petit grain de sable que j'ai gardé dans un coin de ma tête, que je me suis transmis finalement à chaque évolution de ma vie, tout simplement. Très intéressant ce que tu dis. Tu veux dire que au moment de la naissance, on échange certains dons que l'on a par d'autres. Oui, exactement. Pour moi, c'est flagrant. C'est quelque chose qui disparaît. Encore une fois, enfin, je pense que je l'ai bien expliqué. Enfin, j'espère que c'est assez Non, clair. mais Mais c'est très clair, mais c'est vraiment très intéressant parce que effectivement, j'avais fait une émission où j'expliquais qu'on était effectivement, comme tu viens de dire, le seul mammifère au monde où le bébé, ben, il est capable de rien, quoi. Hein, et c'est un assisté complet. Alors que dans tout le règne animal, le bébé girafon, au bout de 5 minutes, alors qu'il est très grand, se met à marcher. Tout. Le baleineau se met à nager. Et nous, avant même 1 an, 2 ans, 3 ans, on est que dalle, quoi. Hein. On c'est commence ça. à savoir marcher au bout d'1 an, en moyenne.
Mais même après, on n'est pas autonome, ni à se nourrir, ni à quoi que ce soit, alors que dans le règne animal, au bout d'un an, ils sont déjà tous autonomes, et tout de suite même, j'allais dire. Donc, qu'est-ce qui fait que, parce que si on suit la politique de Darwin, l'homme descend du singe, blabla, c'est pas normal, tu vois. Et donc, c'est très intéressant de savoir que les dons sont échangés, qu'il y en a qui gardent leurs dons comme toi. Je pense que c'est aussi pour ça que tu as des dons. Donc, c'est parce que non seulement tu n'as pas perdu la mémoire, mais tu as gardé certains dons. Peut-être pas tous, ça on ne saura pas. Et après, dans les commentaires qu'on a eus, il y a aussi des personnes qui se souviennent, elles non pas d'être dans le ventre de leur maman, mais se souviennent de tout à partir de leur naissance, quoi. Donc là, ça veut bien dire qu'il y a une conscience, un subconscient, un inconscient qui a abriqué très tôt dans le fœtus humain et qui sait des choses, quoi. Enfin, c'est passionnant. C'est ça. C'est complètement inattendu parce que c'est quelque chose que, enfin pour ma part, je sais depuis toujours, et j'ai toujours été très surpris à la naissance de mon premier enfant de voir finalement que bah tenez monsieur, voici un DVD qui vous explique, ça m'a fait trop rire, qui vous explique ce que sent le fœtus à l'intérieur du ventre de la mère. Et par curiosité, je l'ai mis effectivement dans le lecteur, on l'a écouté ensemble, et je me suis dit non mais il manque des choses, il manque tellement de choses. Dire que le fœtus sent la chaleur, le froid, la peur de la mère, les anxiétés, le bonheur, etc. C'est que ce qu'on nous dit. En réalité, c'est une superposition de cerveau. C'est pour ça que j'avais insisté sur la notion de, on sait même comment réfléchir. Dès l'instant qu'on est né, pour moi, je peux dire que ça, je ne peux pas le prouver, mais je peux dire que ça, c'est qu'on sait réfléchir, on connaît déjà l'environnement extérieur avant même de naître, puisqu'on le voit, et on a déjà un mode de compréhension. On connaît le visage du père, puisque la mère le voit son mari, on connaît l'environnement, la grand-mère, la famille, les amis, même la maison dans laquelle elle vit. Tout ça, on le connaît, c'est déjà enregistré, et tout ça s'efface curieusement à la naissance. Et je ne sais pas l'expliquer autrement que par la submersion de sentiments, de sensations, qui fait que c'est tellement explosif. Pour moi, je crois que j'avais utilisé le terme, c'est explosif. C'est tellement énorme. C'est comme si tu étais finalement dans un cinéma 3D ou 4D, je sais pas, où finalement tu vois un film qui est plus vrai que nature, quoi, qui est plus vrai que la réalité pratiquement, comme on sait le faire aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est un peu ça en fait. La naissance, ça représente vraiment on se dit bah non, je préfère ce film-là, évidemment, parce que là, je sens les choses, je les vois, je les respire, tu vois, c'est complètement différent. Et cette sensation-là, on ne l'oublie pas. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que certains témoignages, finalement, certaines personnes se disent mais je m'en souviens, je me souviens parfaitement de ma naissance. Évidemment, c'est tellement une explosion de sensations que pour certaines personnes, ça reste inscrit et ils ne l'oublient jamais. C'est mon cas. Mais moi, ce que je dis, Harry, puisqu'on va s'arrêter, sinon on va faire des émissions trop longues. Moi, ce que je dis, c'est que il faut que tu l'écrives, ce livre. Mais il faut pas que tu l'écrives avec un stylo et du papier. Je te donne un conseil, tu prends un dictaphone, t'enregistres petit à petit, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 1 heure par-ci, tu réécoutes 5 minutes avant pour savoir où tu t'étais arrêté. Et puis après, une fois que tu as enregistré 2, 3, 4, 5 cassettes de quoi composer ta vie et de tout ce que tu racontes, tu donnes à une petite jeune une étudiante qui va le mettre en forme, et je te trouve un éditeur et tu édites ton livre parce que ça vaut la peine. Oui. Alors j'ai déjà testé le fait d'enregistrer, et je pense que ça fait partie de mes lacunes, tu vois. J'ai du mal à décrire un phénomène. D'ailleurs, ça se voit. Je pense que mais je suis pas un pro pour l'oral. Et j'ai rarement été un pro, excepté dans la colère. Là, dans la colère, je suis un pro. Je sais trouver les mots, mais dans mon attitude normale, c'est extrêmement complexe pour moi. Mais j'ai déjà essayé. C'est très très dur. J'ai besoin d'un format
particulier. Et je sais que c'est une lacune pour moi, hein. Il y a des gens qui arrivent très bien avec un dictaphone à exprimer, mais moi, mon cerveau, il est tellement il est plongé un peu dans la sensation, et j'ai besoin d'une forme d'auto-ralenti. Et le fait d'écrire, ou peut-être ça va, hein, sur un clavier d'écran, je peux le faire aussi. J'ai besoin de ce contour un peu de ces mots avec un rythme particulier. Franchement, j'ai pas un cerveau très rapide pour exprimer les choses. C'est pas, c'est complexe, surtout quand je suis dans l'émotion. Je pense que ça s'est un peu ressenti lors de ma première vidéo, parce que là, je vivais les choses, hein. Je les expliquais pas, je les décryptais pas, je les vivais à nouveau. Donc, ce qui fait que j'étais complètement dedans. Je devais, j'ai vu le début, j'ai pas tout revu d'ailleurs, mais j'étais vraiment dans l'émotion, et c'était important pour moi de l'exprimer sous cette forme-là. Et Mais, je pense que mais, le livre que j'essaie d'écrire, c'est oui, mais ta deuxième vidéo était nettement moins dans l'émotion que la première, parce que dans la première, tu étais très dans l'émotion. oui, oui, Celle oui. que tu m'as envoyée par 4 bribes, là, hein, Ah oui, oui, oui. et donc, J'avoue. En fait, tu m'as recadré, comme tu m'as dit. oh Tu m'as non, dit de c'est pas suivre un plan. encadré. J'avais dit non, j'ai pas envie de te le faire refaire, je vais m'arranger, je vais faire du montage, mais Ouais. même si ça m'aurait pris 3-4 heures pour faire le montage. Et après, je me dis mais non, mais je vais la refaire, ce sera mieux. Puis effectivement, de suivre un plan sur le papier, c'était beaucoup mieux. Et là, on sentait vraiment Ouais. l'émotion, quoi. C'est pour ça que c'était tellement intense que je m'ai même pas posé la question 2 secondes. Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est un farfelu. Non, non là, tu vois, tu le vivais. On a l'impression que tu revivais les scènes. C'était vraiment très intense, Ah, hein. complètement. Ouais. C'est pour ça que c'est complexe à écrire, hein. C'est C'est très dur vrai. en fait. Ça, je sors mes tripes, hein. Je comprends, hein, cette notion de difficulté, non pas de la page blanche, mais le fait d'étaler sa vie. C'est Chaque mot est vraiment une torture. Chaque lettre Ouais, frappée sur un clavier, c'est d'une douleur particulière, et en même temps, il y a même pas de choix particulier sur le mot. Ça vient naturellement, mais il faut le faire à un certain rythme. Et j'y arrive parfois, mais il y a des moments où c'est très complexe. Tu vois, il me faut un environnement souvent très apaisé. Il faut pas que j'ai trop de lumière, pas trop d'ondes. Tu vois, même la clarté du jour parfois me dérange. C'est pour te dire à quel point c'est compliqué pour moi de trouver cette notion d'équilibre dont je te parlais au début. Je travaille beaucoup avec mon conscient, mais j'accorde aussi beaucoup d'importance à mon inconscient, et il faut respecter un peu chaque part de soi-même, chaque segment, comme je disais d'ailleurs, oui, comme je disais au début, chaque fraction. C'est ça. Voilà. eh C'est ben, bon. moi, C'est tout ce que je pouvais te je dire. te remercie, Harry. Pour les auditeurs, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire que si vous avez envie d'écrire à Harry, eh ben, vous m'écrirez, sinon je te mets ton adresse email directement, hein, la Gmail. Oui, c'est comme Donc, ça. si vous avez envie d'échanger avec Harry, je mets mon email, je mets son email, vous dialoguez avec lui. Comme ça, on se fera encore un retour de plus d'expérience. Vous avez compris maintenant que personne ne sait rien, la vérité, personne ne la détient. Mais c'est en faisant comme ça des petites enquêtes et que chacun mette son expérience dans le pot commun qu'on peut trouver des lignes directives et des choses qui ressortent un petit peu en gros pour pouvoir essayer de trouver le début du commencement d'une vérité. N'est-ce pas, Harry? Oui, c'est pas facile. En tout cas, je tiens vraiment à dire à la plupart des gens, c'est que il faut vraiment témoigner. Il faut vraiment écrire. Si vous ne pouvez pas le faire, faites-vous aider en tout cas. Mais je pense qu'on a tous besoin d'échanger les informations. J'essaie de dire ça un peu dans mes messages aussi, hein. Un petit bout d'indice peut servir à quelqu'un d'autre, peut-être pas à soi personnellement, mais à une autre personne. Euh, Aujourd'hui, il y a un gros souci, c'est qu'on est tous isolés, on a tous peur de passer pour des fous. Euh, et du coup, le sujet n'avance pas. Alors qu'il y a tellement d'informations, on regorge tous d'expériences et d'informations. Je suis certainement pas le seul, et je l'ai vu. Et il y a certainement d'autres phénomènes encore à explorer. S'il y a des gens qui écoutent, qui savent mettre en place une plateforme, je sais pas, je n'ai pas d'idée là-dessus, parce que les plateformes, c'est complexe à gérer aussi. Euh,
mais il faut réfléchir à tout ça. Je vois pas comment on pourrait faire pour collecter les informations dans notre groupe je dirais de personnes qui ont subi des phénomènes qu'ils ne comprennent pas. Je pense que se référer à une seule notion de réunion par-ci par-là, à droite à gauche, en France, ailleurs, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a de l'électronique, on a Internet, on a tellement de choses. Et, si quelqu'un a une idée là-dessus, pour mettre en valeur et collecter toutes ces informations au même titre que toi, Sylvano, mais de manière totalement anonyme. L'idée, c'est d'être cohérent, de pas se montrer évidemment parce que c'est très complexe. On peut pas faire confiance aujourd'hui à cette société. Mais par contre, on a besoin d'informations. Donc, si quelqu'un a une idée, je suis preneur, mais vraiment une idée novatrice parce que il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui, c'est pas simple. Donc, C'est-à-dire il que faut faire travailler un peu ces les idées, c'est des idées, il peut y en avoir, quoi. Mais après, il faut que ça vive, tu vois. Par exemple, moi, j'avais oui, aussi c'est ça. créé pour des personnes des groupes secrets sur Facebook. Des groupes secrets, c'est-à-dire que si tu le connais pas, tu peux même pas le Ouais, voir. ouais, Tu vois, sur des ouais, phénomènes bien précis. Hein, je vais être même dans le détail, par exemple, ceux qui observaient souvent des boules lumineuses, c'est ceux qui étaient capables de discuter entre guillemets hein, avec ces boules lumineuses. Mais après, c'est que ça vit pas quoi. Et c'est ça. il faut que ça vive parce qu'au bout d'un moment, bah quelqu'un dit ah ouais moi j'en ai déjà vu et puis il vient mettre son expérience et après il vient plus quoi. Donc c'est bien de C'est mettre son ça. expérience, mais après il faut évoluer, il faut travailler, il faut approfondir, il faut enquêter, il faut comparer par rapport à d'autres, se dire tiens mais alors lui pourquoi il voit ça et pourquoi moi j'ai entendu ça. C'est ça qui est le plus difficile parce que Exactement. effectivement mettre une plateforme sur le net secrète, hein, je veux dire où les Ouais. gens viennent témoigner Oui. anonymement, c'est facile, c'est facile. Mais après quand faut, c'est le faire vivre. Bon, on va y réfléchir. S'il y en a qui Ouais. sont intéressés, Harry et moi, on est là, on est volontaires. Harry, on se dit à bientôt. À très bientôt, Sylvano. À très bientôt à tout le monde et ne restez pas isolés. Parlez. Voilà. Voilà. C'est mon mot de la fin. C'est bonne parole. Je dis pareil. Parler, ça fait du bien et ça fait avancer les choses. À bientôt. Bye bye. Tout à Merci fait. Harry. Ciao. Ciao.